Buongiorno a tutti. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue. Cet après-midi, on va parler donc des banlieues, des quartiers sensibles. Il s'agit d'un thème qui est étroitement lié au thème de l'intégration. Très souvent, nos villes sont comme des conteneurs, disons, à comportement étanche. Et parfois, l'on discute beaucoup du fait que l'on peut intégrer ces gens qui vivent dans les banlieues. Il s'agit très souvent des migrants, mais pas toujours. Et on pense de leur donner accès à des services et on va écouter des expériences à ces propos par Jean-François, mais très souvent on en parle comme des entités, disons, extérieures, détachées. Par contre, dans chaque rencontre, il faut accepter de se mettre en jeu, d'accepter le changement. Et donc très souvent, on parle de ces gens comme si c'était quelque chose d'abstrait. On en parle sans les connaître vraiment. Et le pape nous aide encore une fois, car c'est le pape François qui nous a envoyé un très beau message cette année. Et qu'est-ce qu'il nous a dit exactement? Il y a un mot qu'il faut jamais se lasser de répéter et surtout de mettre en pratique: dialogue. On va découvrir que donc s'ouvrir vers les yeux ne va pas nous appauvrir. Par contre, cela va nous enrichir car cela nous met en contact avec la vérité de l'autre. Et c'est son expérience qui va nous enrichir, même si parfois cette personne exprime des attitudes et des choix que nous ne partageons pas. Donc, on risque pas de perdre notre identité. Par contre, il faut assumer de se mettre en jeu pour saisir ce qu'il y a en dessous de la surface et ce qui fait bouger son cœur. C'est ça le défi et c'est ça le défi que les hommes de bonne volonté vont relever. Ici, on a deux hommes de bonne volonté qui ont accepté de relever ce défi dans deux contextes apparemment très différents. À ma gauche, on a Jean-François Morin, qui est directeur d'un réseau de communautés, Les Rochers, en France, qui s'est beaucoup engagé avec des cités très difficiles en France. Il a beaucoup d'expérience. Dans la banlieue de Saint-Denis, qui est très connue malheureusement pour des tristes raisons. À ma droite, on a Padre Pepe, qui est déjà venu plusieurs fois et qui a décidé de vivre dans les cités. Il vit depuis 20 ans dans les périphéries, les banlieues les plus pauvres de Buenos Aires. Et la première église, c'est lui qui l'a bâtie dans un quartier très difficile il y a 1 an et demi. Nos invités vont se présenter eux-mêmes. À Jean-François. Alors Jean-François, quand je l'ai connu et j'ai eu la chance de visiter sa banlieue, bon, je dois dire que j'ai été frappée par plein de choses. Je lui avais demandé de nous expliquer quelle est la situation dans les banlieues de Paris et pourquoi un groupe de leurs amis a décidé de vivre dans la banlieue et pourquoi il est important de vivre avec les personnes. Après, je lui ai demandé comment cela peut engendrer la communauté, comment cela peut créer une communauté. Et en voyant les conditions difficiles dans lesquelles ils vivent, je lui ai demandé, mais pourquoi est-ce que vous restez vivre dans ces banlieues? Et après, il va nous raconter tout ce qu'il vaut. Jean-François, à toi la parole. Merci Monica. Donc, pour démarrer, je voudrais vous dire qu'on a tous des pauvretés, non? Enfin, moi en tout cas, je vais vous en dire une. J'en ai plein. Je vais vous en dire une. Je suis nul en langue étrangère. Donc je ne parle pas l'italien et je ne réussis pas à comprendre Pépé quand il parle espagnol. Et j'en ai pourtant fait 4 ans à l'école. Buongiorno, chers amis, et merci à Monica pour son invitation, sa patience à attendre mes réponses. Merci à Elena qui est venue ce matin me chercher à l'aéroport. Puis merci à tous ceux qui m'ont accueilli et vraiment avec beaucoup de bienveillance. Je vous propose, si vous le voulez bien, pour ceux qui le souhaitent, de confier ce témoignage à la Vierge Marie.
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Quand je venais en Italie jusqu'à ce matin, je trouvais qu'il y avait un miracle en Italie. C'est que j'étais jamais stressé. Dès que je passais la frontière sur l'autoroute, j'avais le stress qui tombait. Et je me dis, le bon Dieu est grand, il a donné à l'Italie le zéro stress. Je peux vous dire que depuis ce matin, ça a changé. Et en vous voyant tout cela, je crois que le bon Dieu, en tout cas, à moi, il m'a laissé stresser. Alors, j'ai la joie de témoigner au nom du Rocher, qui est une association qui a été créée il y a 16 ans. Je fais avec, et au nom de tous les salariés, tous les bénévoles, tous les volontaires qui vivent en cité et qui sont donc au contact au quotidien, comme a pu le voir Monica, avec nos habitants de ces cités, de ces quartiers sensibles. Et pour être tout honnête, je ne vis pas en cité, je passe à peu près 60% de mon temps en cité, mais je n'habite pas dans une cité. J'habite à 1 kilomètre d'un quartier populaire dans Paris. Avant vraiment de démarrer le propos, j'aimerais vous raconter une très belle rencontre ce matin. J'ai, grâce à l'organisation, été visiter le stand de l'APAC. J'ai vraiment eu la joie d'abord d'avoir une visite guidée privée en français. J'en remercie d'ailleurs Paula, brésilienne passionnée par ce qu'elle fait. J'ai été vraiment bouleversé par cette expérience. Et j'ai été frappé par la ressemblance entre ces prisons où les hommes et les femmes détiennent les clés et les quartiers sensibles en France où nous nous installons. Beaucoup des habitants n'en sortent jamais, comme s'ils avaient perdu les clés. L'année dernière, pour anecdote, à Bondy, on a fait faire de la musique à des enfants pendant 1 an. Et le responsable de l'antenne, qui est très doué en musique, avait trouvé des places pour aller à un concert à Paris. Donc Bondy-Paris, c'est 10 km. Mais c'est 2 mondes différents. Et un des pères n'a pas voulu que son fils vienne sur le thème « Paris, c'est dangereux ». Et quand vous parlez à des Parisiens que vous allez à Bondy, ils disent non, on ne veut pas aller à Bondy, Bondy c'est dangereux. Et donc il y a une inversion des choses par une méconnaissance. Et quand je vous dis qu'on est à 10 km, c'est vraiment 10 km au plus. Et rappelez-vous que Bondy a été au centre en 2005 des émeutes en réaction du décès de Ziyed et Bouna, qui sont morts dans un électrocuté. Alors, le Rocher, donc, comme je vous l'ai dit, c'est né à 16 ans. Et ça a été lancé un peu avant par la communauté de l'Emmanuel. Donc, la communauté de l'Emmanuel, c'est un mouvement de renouveau charismatique que vous connaissez tous certainement, créé en 72 par Pierre Goursat, et qui s'appuie sur trois piliers qui sont l'adoration, la compassion et l'évangélisation. Donc adorer, regarder le Christ souffrir pour chacun d'entre nous, dans cette souffrance, y compris maintenant, en ce moment, trouver la force d'ouvrir notre cœur à la compassion et d'accueillir les tristesses, les misères autour de nous et avoir envie de témoigner à temps et à contre-temps que tout est possible, qu'il y a une espérance. La communauté, c'est ne pas parler de gens entre soi.
de la communauté partie à Bondy. Démarche, vraiment d'aller avec, être là, des gens, tout en ayant son et une assistance sociale, voilà. Mais en tout cas, c'est vivre. Et puis quasiment même un qui s'appelle, qui était un gars toujours impédant et plein de pêche et qui était un peu bagarre, bon boxeur. En 97, frappé par une Paul II adressée aux jeunes, sœurs de la civilisation de l'amour. Alors il s'est dit que c'était pas avec ses poings qu'il pouvait faire ça. Et dans je passe. Voilà. En tout cas, c'est une deuxième compétence, puisqu'en plus il était et toujours salésien, France, parti clair. Donc Don Bosco tous les jours au Rocher est là, présent. Tous les matins, coup de main. Alors le catholique d'éducation. Bon. J'aime mon pays. Et des fois on joue. Vous savez, la foi chez soi. Bon. On a fait le choix de se dire qu'on était une association catholique, ce que l'on est, hein, puisque nous sommes une œuvre de la communauté de l'Emmanuel et d'éducation populaire, mais ça c'est. Donc notre moteur, c'est la foi. Que intensité vit tous les jours, faut un sacré moteur. Pour quartiers qui sont Amaury, sa femme et ses 3 filles à Marseille pendant 3 ans. Ils ont habité. Je pense que la sœur a dû fonctionner le 29 février. Donc vous imaginez 11 avec 3 tous les jours. Voilà, c'est ça la cité. La cité, c'est des petits détails, des petits trucs qui nous montrent. Hein, à côté de tout. Et là-bas, il n'y avait pas. Et le volontaire me dit, mais il n'y a pas d'eau. Et personne ne marche pas 5 tours. Là, tout le monde descend. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un endroit. Tous les jours, avant l'ouverture de l'association où nous sommes, un moment de prière, d'adoration, parce que, à vue humaine, la tâche est impossible. Et que supporter tous les jours des petites brimades, bref, je passe les détails, c'est pas toujours facile. Et en effet, c'est évident que moi qui suis dans cette association depuis 2 ans maintenant, j'expérimente vraiment tous les jours la puissance du Seigneur à l'œuvre, parce qu'au Rocher, c'est la joie. Alors qu'on est dans des quartiers difficiles, on a plein de fioretti. J'aime aller au Rocher car il y a des sourires, on s'y sent bien. Je vais au Rocher parce que ici, je ne me sens pas jugé. C'est Sonia, au Café des Femmes. Quand des nouveaux volontaires arrivent, on leur dit avec votre sourire, vous devez être au Rocher. Non. Donc il y a quelque chose parce que nous ne sommes pas extraordinaires, nous sommes totalement ordinaires avec nos limites. Mais le fait de prier tous les matins, moi je rends grâce à Dieu de m'avoir donné ce cadeau.
parce que ça m'aide. Alors nous sommes implantés dans 7 quartiers. Nous sommes dans le réel, vraiment dans le réel. On n'est pas dans la théorie. C'est que du concret. C'est la vie courante, c'est la vie de tous les jours. Et notre façon de faire, c'est toujours d'être avec. Nous ne sommes pas là pour les gens. Nous sommes avec les gens. Je crois que c'est une des choses qui nous rassemble, c'est qu'on vit avec. Donc on est là. Quand il y a une fête, il y a une fête. Quand il y a un problème, il y a un problème. On vit avec dans l'actualité quotidienne de ces trucs qui font le lien. En fait, qui font le lien. La grande différence avec les centres sociaux, et c'est très très bien qu'il y ait des centres sociaux, c'est que nous sommes là 24 heures sur 24, que le soir après 17 heures, l'heure où les grands jeunes commencent à envahir les rues, nous sommes là, et que donc il y a la possibilité de venir au Rocher. Donc c'est un lieu dans chaque cité qui est plus ou moins grand, plus ou moins luxueux, quasiment toujours sous l'église. Voilà. Ça c'est un signal, hein. On dit, bon, le patron il est là-haut. Hein. Voilà. Et particularité des cités dans lesquelles nous sommes, elles sont à 80-90% musulmanes. Pratiquantes ou non. Enfin, en tout cas, Dieu est très présent en cité. Donc c'est toujours avec. Vivre avec, ça c'est l'élément qui change tout. La dernière antenne que nous avons ouverte, c'est à Grenoble. Et il nous a fallu 1 an, moi je l'ai vécu cette fois-ci, 1 an pour se faire accepter. Parce qu'un blanc qui vient en cité, c'est louche. Vous êtes flic, vous êtes balance, quoi qu'il en soit, vous piquez la place à la famille Intel. Donc on n'est pas forcément bien accueillis et en fait on le comprend. Mais le fait d'être dans l'accueil inconditionnel et la gratuité, c'est-à-dire que nous n'attendons rien des gens. Nous n'avons pas de plan pour les gens. Nous venons avec eux pour, s'ils le souhaitent, faire des choses avec eux. Mais toujours avec eux. Si un grand jeune vient me voir en me disant « tu me trouves du boulot ?» je vais lui répondre « non, on va trouver ensemble du boulot. » Ou en tout cas, on va essayer ensemble de trouver du boulot. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour commencer? Ah, ce serait bien que j'ai un CV. Bon, ben on commence. Et ça peut commencer, comme ça peut se faire sur le moment même, si c'est possible, ou ça peut être un rendez-vous loupé le lendemain. Et là, la fidélité, la patience, mais aussi le respect mutuel fait que ce qui doit se faire se fait. Alors j'ai dit vivre avec. Le deuxième, c'est grandir avec. Et le troisième, c'est bâtir avec. Au fond de tout ça, il y a en permanence l'idée de montrer concrètement à ces personnes qu'on les aime et qu'on peut les aimer gratuitement. Alors je vous rappelle, évidemment, on prie tous les jours. Hein, parce que je parle rien que pour moi, c'est pas possible. Mais donc ils savent qu'on prie. Donc très souvent, il y a des musulmans, des parents, on dit où sont vos enfants? Ben, ils sont à l'église. Mais il n'y a pas de peur de prosélytisme. On n'est pas là pour faire du prosélytisme. On est là pour témoigner qu'il y a quelque chose de plus grand, de plus fort que nous,
qui nous permet de vivre dans des conditions parfois complexes, de surpasser nos divisions. Et le dernier, suite aux attentats qu'il y a eu en France cette année, par exemple, voilà, un jeune qui vraiment... Nous, on voulait vraiment remontrer, comme toujours, qu'on est fiers d'être Français, mais qu'ils sont avec nous, qu'ils font partie de la France, et qu'il y a un moment donné, il faut qu'on la construise ensemble. Et donc, je vais vous parler de Nizar, qui se sent ni français, ni tunisien, ni toulonnais, pas vraiment musulman, parce qu'il ne pratique pas très très bien sa religion. Alors avec lui, parce qu'on le connaît, on a souhaité lui donner le goût de la France. Cette fierté d'appartenir à une patrie, avec des valeurs, pour lesquelles il faut se battre. Puis il y a les traditions, qui sont pleines de symbolique. Et donc, la fête de Lyon, la fête de la lumière à Lyon, le 8 décembre, a été annulée. Et à Toulon, nous avons décidé de faire quelque chose. Donc nous avons vendu des luminions dans la cité. Donc ce n'était pas donné. Les gens devaient donner 1 euro. Et bon, il y a 95% de musulmans. Eh bien, nous avons eu une personne et d'autres personnes qui nous ont dit, nous ici, nous allons soutenir Lyon endeuillé de ne pas pouvoir célébrer cette fête mariale. Et ensemble, faire un geste symbolique pour la paix qui nous rassemble. Et pour finir, nous ne cautionnons pas cette violence. Voilà, on peut être musulman, vivre en France, aimer la France et ne pas cautionner. Voilà, c'est... Grandir avec, c'est faire plein de petites activités. Donc nous faisons des activités comme l'accompagnement à la scolarité. Donc nous aidons des enfants à faire leurs leçons chez eux ou au rocher, en fonction du nombre, en fonction de la taille. Nous avons créé un petit mouvement qui s'inspire du scoutisme, qui s'appelle les aventuriers, où on prend des enfants et on leur fait découvrir la nature. Vous découvrez par exemple qu'un petit caïd de 12 ans, en cité, quand vous l'emmenez en forêt, il n'est plus du tout caïd. Parce qu'en fait, il n'a jamais vu une forêt, il n'a jamais été dans un environnement qui lui paraît totalement hostile. On va faire des ateliers. Et puis, on va faire des choses très simples, comme l'animation de rue. C'est d'ailleurs par ça qu'on démarre. Quand on arrive, on habite et on va jouer dans la rue avec les enfants. Parce que la rue dans les cités, c'est vraiment un endroit extrêmement dangereux. Où les enfants sont très très vite attrapés par les réseaux. Ça commence par une petite demande de service. Tu vas m'acheter des cigarettes. Et contre ça, tu auras des bonbons. Et puis à 12, 13 ans, 14 ans, 15 ans, on peut devenir guetteur. On gagne 50 € par jour. C'est mieux que d'aller à l'école. Donc on est vite. On part vite. Et quand on commence à louper l'école, voilà, c'est fini. Et à 18 ans, on se retrouve dans la rue avec une seule spécialité, c'est de tenir les murs, comme on dit en France. Donc l'animation de rue, c'est aller jouer avec 2 choses, une corde à sauter et un ballon. Et les enfants descendent des tours, c'est absolument incroyable. Il faut le voir, faut être touché par ça, parce qu'il y a des enfants qui ne sortent pas, leurs parents leur interdisent de sortir quand on n'est pas là. Donc ils sortent 2 fois par semaine.
Et l'autre activité que l'on fait, c'est la visite à domicile. Donc c'est d'aller voir des gens, d'aller faire du porte-à-porte pour aller voir des gens qui, dans la cité, sont encore plus pauvres que ce qu'on peut imaginer. On rentre dans des endroits où vraiment il y a une très grande misère. Et grâce au Rocher, j'ai pu découvrir qu'il y avait beaucoup de pauvretés différentes et que la pauvreté matérielle est loin d'être la pire. Il y a des gens qui ne savent rien. C'est dramatique. Mais il ne faut pas tomber dans la victimisation, il faut les aider, leur proposer une aide. Avec vous, on peut essayer. Et puis, rester toujours humble. Parce que c'est vrai que notre action, c'est 7 cités aujourd'hui en France. Il y a 1200 quartiers prioritaires décidés par l'État français. Il y a 1200 lieux en France où des gens vivent dans des conditions compliquées, dangereuses. Enfin, grandir avec. Grandir avec, c'est essayer toujours avec les gens de les faire sortir de la cité. Donc d'oser la rencontre, eux aussi, pour aller chercher du travail, pour aller faire du bénévolat, pour aller en vacances. Je vais vous raconter une anecdote qui s'est passée à Marseille. À Marseille, j'ai assisté à un retour de camp famille. Et une femme d'une 50aine d'années, voilée, magnifique, très drôle, très expansive, nous racontait sa semaine de vacances. Elle était partie dans une famille qui lui ont réservé un accueil extraordinaire, en laissant leur chambre, leur maison, aux 6 familles de la cité. Il y avait des gens de Mozambique, des Comoriens, des Tunisiens, des Algériens, des Roms. La dame a dit « On est mieux reçu ici que par la famille au bled ». Ces gens-là, ils iront au paradis, c'est sûr. Et enfin, elle a terminé par « C'était une vraie lune de miel ici ». Ils sont allés à 15 km de Marseille, à 15 km de leur cité. Mais elle n'était jamais sortie de sa cité. Est-ce que je tape ? Ok. Alors pour conclure, je voudrais, si je retrouve mes notes, voilà, vous citez 4 personnes. On va commencer par notre cher pape François. Sans la miséricorde, on ne peut pas comprendre cette dynamique de la rencontre qui suscite l'émerveillement et l'adhésion. J'ai une deuxième chose que je lis souvent quand il m'arrive de me dire « mais ça sert à quoi ce que je fais ?» Je vais vous citer Fabrice Adjadj. La foi en Dieu implique la foi en l'aubaine d'être né dans un tel siècle et au milieu d'une telle perdition. Elle commande une espérance qui dépasse toute nostalgie et toute utopie. Nous sommes là. C'est donc que le Créateur nous veut là. Nous sommes en un temps de misère. C'est donc le temps béni pour la miséricorde. Il faut tenir notre poste et être certain que nous ne pouvions pas mieux tomber. Une petite Esmeralda, 8 ans, qui dit « Tu sais, je voulais plus venir au Rocher.
Parce que tu m'avais énervé avec mon portable que tu m'avais pris en sortie. Mais j'ai réfléchi et j'ai compris une chose. Si tu es chiante, pardon, embêtante parfois, c'est parce que tu veux me faire grandir et que tu m'aimes bien. Ah, c'est ça. Tu crois en moi, non? Et une belle maman qui est une fine cuisinière, qui disait à un volontaire, vous êtes comme le piment dans le couscous. Et il y en a peu, mais ça parfume. Merci. Grazie. Merci. Grazie Jean-François. Un grand merci, Jean-François. Alors, pour présenter Padre Pepe, le Père Pepe, on va envoyer une petite vidéo qui va nous en dire plus sur son expérience. Merci. El día domingo en parroquia San Juan Bosco da misa el Padre Pepe y todos llegarán. Altar humilde de brazos elevados, rezando por la patria y un mundo de igualdad. Son mis hermanos que marcan el camino para que esta guitarra no deje de cantar. Villa Curita, Carcova, Independencia, los barrios de mi pueblo que no podré olvidar. Por eso me voy con los curas de la villa, la forma más sencilla de amor por los demás. Me voy a rezar un Padre Nuestro que me abra los secretos del alma popular. Me voy con los curas de la villa, la forma más sencilla de amor por los demás. Me voy a rezar un Padre Nuestro que me abra los secretos del alma popular. Por eso Padre Pepe me presentaba a ustedes Le Père Pepe me présentait chacun d'entre vous et je lui ai demandé si vous connaissez et si votre cœur était, disons, disposé à accepter son message. Et il m'a dit oui. Oui, voilà. Et donc, voilà, il m'a dit oui. Il s'est engagé pour vous. Et vous voyez, il y a très peu de gens qui s'engagent pour les autres. Car très souvent, les gens préfèrent se débarrasser des autres car ils ont considéré un problème. Par contre, il est là. Il s'engage. Et la même chose, c'est Jésus qui l'a fait pour nous, avec nous. Voilà, il s'est engagé pour nous, n'est-ce pas? Voilà, donc il s'est engagé vis-à-vis du Père. Il est mort pour nous. Padre Pepe. Père Pépé. Le Père Pépé, tu vis là depuis 20 ans. Depuis quelques années, ça s'appelle Villa Carcova. Et par rapport aux méthodes que vous appliquez,
qu'on le voit très bien dans cette vidéo aussi, ben, l'on voit que tout d'abord, vous pratiquez des méthodes très intéressantes, car tout d'abord, l'on voit que la seule voie pour une vraie intégration, c'est le fait de vivre ensemble. Et donc, c'est quelque chose de réciproque, de mutuel. Donc, il s'agit d'une rencontre. Il n'y a pas d'un côté un porteur de bonnes valeurs et de l'autre quelqu'un qui reçoit ces bonnes valeurs. Donc, c'est un échange. Alors, tout d'abord, je te demande, bien sûr, d'exprimer tout ce que tu veux, mais en fait, mes questions seraient les suivantes. Pourquoi tu choisis d'aller vivre là-bas? Et qu'est-ce que tu découvres par rapport à toi-même et à ces personnes lors de vos rencontres? Et surtout, qu'est-ce que tu vois changer en eux et en toi au fur et à mesure que tu vis avec eux? Et puis, je voudrais aussi en savoir plus sur cette méthode et donc ta relation avec le changement. Merci. Merci d'avance. Bueno, primero, gracias por la invitación. Tout d'abord, un grand merci pour l'invitation. Je suis vraiment très content d'être là pour partager le meeting avec vous tous. C'est pas moi qui ai réalisé la vidéo, c'est quelqu'un qui l'a fait et cela montre des moments marquants donc de la Villa Ventuno et de la Villa La Carcova. Et surtout, on a vu notre évêque Jorge qui était venu me défendre quand je reçus des menaces de mort de la part de trafiquants de drogue. Et par rapport aux questions posées par Monica, qu'est-ce que je peux dire? Il y a quelque chose d'important dans les prêtres de Buenos Aires. Ça fait 50 ans qu'on a hérité d'une très bonne tradition. C'est-à-dire que le prêtre doit vivre avec à l'intérieur de la cité. Et donc, il ne vit pas à côté. Par contre, chaque villa a son propre prêtre, a son guide spirituel, sa propre paroisse. Et c'est grâce à cela que les prêtres qui sont présents là, et moi je suis avec eux, jouissent d'un point d'observation spécial, car ils peuvent collecter des données, des informations. Et il y a bien sûr les universités qui peuvent nous offrir des données importantes pour mieux comprendre le travail. Ces données sont aussi fournies par d'autres institutions, mais grâce au fait de vivre à l'intérieur des cités, nous pouvons voir de près qu'est-ce qui se passe. Et donc, probablement, ce n'est pas un point d'observation ni politique, ni social, ni sociologique, ni professionnel. Mais nous savons gré de vivre là-bas. Pour nous, c'est une grâce des dieux de pouvoir vivre là-bas dans la Villa. Et nous apprenons au jour le jour les côtés les plus humains de la vie. Nous apprenons vraiment qu'est-ce que c'est que la vie. Nous saisissons chaque jour des valeurs, et cela grâce à la relation quotidienne avec les gens avec qui nous partageons la vie. Il y a de valeurs spécifiques qui ont à voir à tout ce que les gens amènent avec eux de leur lieu d'origine, avec leurs coutumes, leurs traditions et leur religiosité populaire. Presque tous nos immigrés viennent soit de la Bolivie, du Paraguay, du Pérou, de l'Argentine. Donc, il y a aussi une évolution à laquelle on assiste, c'est-à-dire qu'il y a une culture spéciale qui se développe, c'est la culture de la Villa. Et lorsqu'on nous appelle les prêtres Vigeri, on se sent profondément identifié à ces lieux, à ces endroits, et non pas parce que nous sommes nés là-dedans, mais parce que cela signifie que les valeurs qui sont partagées là-dedans sont des valeurs qui nous appartiennent et qui font partie de notre vie. Et c'est très différent de la société libérale, stricte sensu, où l'on a grandi, où l'on a étudié et où la plupart des prêtres s'y sont formés ou presque.
Il s'agit d'une culture qui est différente, qui est beaucoup plus proche avec des aspects nationaux populaires ou latino-américains, où les valeurs catholiques ont été passées d'une génération à l'autre. Et il y a beaucoup de personnes qui, par exemple, ne savent ni lire ni écrire, mais ont su transmettre la foi à leurs enfants. Et c'est grâce à cela que la foi catholique et chrétienne est arrivée aussi dans ces quartiers, dans ces cités. Le pape, par exemple, a cité un document très important qui a affaire à cette façon de vivre. La vidéo que l'on vient de voir parle d'un évêque qui ne restait pas dans les tours d'ivoire du pouvoir, Buenos Aires, la place de Mayo, mais qui acceptait de visiter les banlieues. C'était un évêque qui, sans aucun doute, évidemment, c'était facile de trouver, soit dans les photos, soit dans les vidéos, car il était toujours là, toujours présent. Dans ces cas, il était venu me défendre. À d'autres occasions, il était venu pour des sacrements. Et voilà, donc, lorsqu'on a rédigé le document que vous connaissez sur la visa, donc, on avait en même temps des élections administratives et il y avait un choix qui devait être fait par la population sur un chef de gouvernement. Et on demandait à ces candidats qu'est-ce que vous allez faire pour résoudre les problèmes de violence, de la drogue, pour gérer le crime organisé et aussi qu'est-ce que vous allez faire par rapport aux villas, ces cités. Et donc, cela n'a pas été la faute aux candidats. Le journaliste après a interprété leurs réponses et voilà la partie la plus inconsciente de la société locale pensait, par exemple, qu'en éliminant les villas, les problèmes auraient été résolus, la violence, les drogues et toutes les façons de vivre un peu paumées. Par contre, vu que nous vivons là-bas, nous connaissons très bien la situation, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait quand même des valeurs positives au jour le jour dans les quotidiens liées au travail, à la santé, à la solidarité. Et il y avait ces valeurs positives qui, par contre, étaient absentes ailleurs. Et donc, les tableaux qu'on tirait de tout ça ne correspondaient pas à ce que les journalistes disaient. Nous avons rédigé un document sur l'intégration urbaine et l'évêque Jorge a beaucoup apprécié ce document au point qu'une fois après l'avoir rédigé, on m'a demandé de le présenter. J'étais le coordinateur du groupe qui l'a fait. Et quand je l'ai présenté, je pensais, sans aucun doute, quelqu'un va les corriger, ou les couper, ou les changer. Mais en fait, on a tout simplement corrigé les fautes d'orthographe. Et c'est tout. Donc, ces documents n'ont pas été changés. Ces documents a été un document qui n'a pas été changé. À l'époque, cela m'avait beaucoup frappé. Mais après, j'ai découvert qu'il partage cet avis. Lorsqu'il parle de cité, il partage nos avis et ces documents qui avaient été rédigés par 20 prêtres de Villas exprimaient parfaitement donc son avis et ainsi que l'avis du candidat maire de la ville de Buenos Aires. Et nous pensions que le mot intégration urbaine avait une signification différente par rapport au déracinement utilisé pendant la dictature militaire. Et on pensait que donc il y avait une volonté d'utiliser un autre mot. Donc déraciner, c'est une chose, alors que le mot urbanisé était considéré comme un mot supérieur, c'était considéré comme un mot positif, c'est-à-dire le pauvre pouvait vivre dans les villes et grâce aux aides de l'État pouvait avoir accès à un logement, à une vie meilleure. Et donc comme ça, on avait une vision possible, même si le pouvoir continuait de mal voir ces mots, comme si c'était aussi une évaluation de la culture de la villa. Lorsqu'on parle de la villa, on parle d'un quartier qui est fait d'hommes et de femmes qui ne vit là-bas que depuis 50 ans, sans aucune aide de la part de l'État. C'est pas que les gens veulent vivre mal, mais ces quartiers sont des quartiers qu'ils ont bâtis avec leurs mains.
Voilà pourquoi les mots intégration, à notre avis, étaient les mots les plus corrects, car cela nous permettait de concilier les deux types de valeurs, de l'un et de l'autre. Cela nous permettait de regarder dans les yeux les citoyens de Buenos Aires au-delà de leur lieu de provenance. Mais on pouvait aussi apprendre les éléments positifs de l'un et de l'autre. En d'autres termes, on essayait d'établir un dialogue culturel pour pouvoir résoudre les problèmes présents dans la ville de Buenos Aires. Et ça, c'était pas nouveau en Argentine d'ailleurs, il faut le dire. Et le pape a parlé, par rapport au Kenya, du besoin d'aider les pauvres. Mais il s'agit toujours d'aide qui rapporte des solutions provisoires. L'objectif final devait être celui d'offrir une vie digne. Voilà pourquoi, parmi les différents mouvements populaires, il propose toit, terre, travail. C'est, disons, la stratégie des 3 T. Et c'est ça exactement le point clé. C'est-à-dire que le boulot dans les cités repose sur ça. De facto, dans notre dernière déclaration, en tant que prêtre des cités de la ville de Buenos Aires, ainsi que des alentours de la ville de Buenos Aires, on a 20 millions d'habitants. Il y a notre participation, adhésion et partage de ces besoins, c'est-à-dire que les habitants de la villa doivent avoir la chance de pouvoir utiliser les sols urbains ainsi que d'avoir un logement. Et ça, c'est une question clé de l'écologie humaine. Et puis, il y a le boulot par rapport à ce que je viens de dire sur le pape dans ce contexte. C'est-à-dire un lieu vulnérable comme, par exemple, tout quartier sensible de Buenos Aires ou toute favelas. Un autre thème important que l'on désire mettre en exergue dans ce travail de dialogue culturel, c'est que, au-delà de ces 3 T proposés par le pape, afin de pouvoir réaliser cette intégration urbaine, nous parlons de 3 C, c'est-à-dire l'école, colegio, on se trouve à des endroits où parfois, pour aller à l'école, il faut sortir, il faut beaucoup s'éloigner, il faut traverser d'autres quartiers pour se rendre à l'école. On parle donc des quartiers où il y a un manque d'institutions. Donc ces quartiers deviennent de véritables ghettos et la faute, c'est au gouvernement, aux États, surtout lorsqu'ils créent exprès de ghettos à certains endroits au lieu de réaliser une vraie urbanisation raisonnée avec un support concret et sérieux des institutions. Donc on a l'école, la formation, l'éducation qui est primordiale. Et puis la deuxième C, c'est le club, c'est-à-dire l'association, un lieu où l'on peut, par exemple, faire épanouir les gens et, disons, cultiver le talent de gens. Là, par exemple, le sport se transforme en école de vie et est susceptible de transmettre des valeurs positives. Et puis, il y a Capija, le 3e C, c'est-à-dire la chapelle, les lieux religieux, les lieux de l'identité. Il est important de dire que dans toutes les villas de Buenos Aires, la toute première chose que l'on a fait au début, ça a été de bâtir la chapelle. Et c'est quelque chose que les gens ont fait. Les gens ont bâti avec leurs mains la chapelle. Ce que vous avez vu dans la vidéo a été bâti en l'honneur de la Vierge des Miracles de Carcoupe. Nous estimons que la vraie urbanisation doit passer par ce type d'approche. Donc il faut créer un cercle vertueux basé sur des centaines de milliers de jeunes et d'enfants qui, par exemple, ne vont pas à l'école
mais qui en même temps peuvent accéder à une forme de col, à une chapelle et à un club. Donc, ils ont le droit d'avoir accès à ces trois entités afin que leur vie puisse se développer dans un cercle vertueux. Et si l'on considère les défis auxquels on est confronté à cette époque-là et qui risquent de mettre en danger la culture et l'éducation, il y a deux grands problèmes qui ont affaire à la violence. Et cela est provoqué surtout par un trafic d'armes qui est incroyable et le trafic de drogue. Le trafic de drogue, malheureusement, est un grand business. C'est presque une nouvelle forme d'esclavage pour les jeunes de l'Amérique latine. Dans ces contextes, nous pouvons parler, disons, de deux revers de la médaille. D'un côté, il y a toutes les valeurs positives faisant partie d'une culture que nous pouvons apercevoir, et de l'autre, nous avons une réalité qui, par contre, vise la destruction de la vie humaine, du tissu social, des aspects sociaux, car au-delà du trafic de drogue, il y a les valeurs des trafiquants qui visent la destruction des valeurs des sociétés, des villes et des quartiers où nous vivons, de par la vente au détail de la drogue. Il est très important pour nous donc d'être créatifs et imaginatifs pour mettre au point des mécanismes pour garder en place ces cercles vertueux, car lorsque l'un de ces maillons se brise, s'il n'y a ni la chapelle, ni l'école, ni les associations, et donc si les jeunes perdent le ses repères pour leur vie, bon, c'est là que le problème sérieux commence. C'est là que la violence et la drogue s'effaufilent et arrivent de trouver donc des fentes où se faufiler et commencent à devenir de lieux de séduction. Évidemment, le fait d'être créatif joue un rôle primordial là-dedans. Le pape nous a dit que la créativité devrait engendrer l'intégration dans les quartiers précaires au sein d'une cité accueillante. Par exemple, moi j'aime bien les villes susceptibles d'aller au-delà du manque de confiance, de la méfiance, qui arrivent à intégrer ceux qui sont différents et qui arrivent donc à transformer l'intégration en un facteur de développement. Les villes qui arrivent à créer des lieux qui relient les gens sont magnifiques, des lieux susceptibles de favoriser la rencontre parmi les gens. Si l'on regarde la périphérie comme un point d'observation important, nous arrivons à mieux vivre notre foi chrétienne. Et en Argentine, même si l'on trouve le trafic de drogue comme une réalité malheureusement bien enracinée, là aussi on trouve, disons, des chrétiens vraiment bien enracinés. Il y a de gens qui pensent que la foi c'est la seule façon de se sauver. Et donc il ne s'agit pas donc d'une approche religieuse qui est typique de nos paroisses ou de nos pères. Il y a presque des sectes qui ne cessent de devenir de plus en plus importantes en Amérique latine et qui agissent comme ça. Et donc il y a vraiment des défis énormes qu'il faut relever. Il y a donc une approche un peu fondamentaliste de notre, disons, religion chrétienne qui n'a rien à faire avec donc une vraie religiosité, car après on a aussi, disons, une attitude d'extrémisme qui a affaire à une vie facile de par la drogue. Nous estimons aussi que les périphéries sont des lieux de développement et de rencontre pour engendrer des changements. En Argentine, on a obtenu un certain mélange lorsque les colonisateurs espagnols sont arrivés.
Et puis, entre peu de temps, 1880, on est passé d'1,5 million de créoles, et ça, c'est le mélange entre les indios et les espagnols. On a rajouté 3,5 millions de personnes. Imaginez l'impact que cela a provoqué. 2 millions d'Italiens, imaginez. On peut les appeler Los Tanos. Moi aussi, je suis quelqu'un qui vient de ce groupe. On les appelait Los Tanos, on les appelait tous comme ça. Et les Espagnols, par exemple, ont été considérés comme tous de la Galice même. Et s'ils n'étaient pas tous de la Galice, et puis ceux qui venaient de l'Empire ottoman étaient considérés tous comme des Turcs, même si c'était tous, pas tous des Turcs. Récemment, l'Argentine a beaucoup changé et on a donc pour la première fois considéré donc cette rencontre entre les Italiens, donc les créoles et puis ce qu'on appelait les Russes. Et puis il y a aussi une dernière étape qui s'est toujours produite, surtout face à l'augmentation d'un travail, disons, de justice du gouvernement opérant. Et il y a d'autres, ils sont venus du Paraguay, d'autres pays voisinants, et ça a fait 5 millions de plus, sans oublier ceux du Paraguay et du Chili. Mais bon, si l'on passe par les périphéries argentines, on se rend compte que la plupart de ces rencontres, au cours de l'histoire, c'est passé là-bas. Et c'est là qu'il y a eu le développement d'une attitude beaucoup plus orientée à l'immigration, beaucoup plus orientée à l'inclusion. Et voilà pourquoi, à partir de notre histoire nationale, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on a fait un pari, c'est-à-dire qu'on a parié sur l'intégration. Car l'intégration, c'est le seul parcours susceptible de nous faire dépasser toute différence. Et cela, donc, par rapport à la question que Monica m'a posée, je dois dire que c'est quelque chose qui nous fait réjouir beaucoup. Nous sommes très contents d'être dans les villages tous les jours, car les habitants nous enseignent quelque chose de nouveau tous les jours, et nous pouvons donc bâtir l'Église avec eux et pas de l'extérieur. Merci beaucoup. Mentre parlavate, Tandis que vous parliez, j'ai rappelé ce que le pape a dit quand il est parti en République centrafricaine, quand il a visité le quartier pauvre de Kangemi, où il disait qu'il y a une créativité qui arrive de la culture populaire, une sagesse qui arrive des quartiers populaires, une sagesse qui arrive de la résistance de ce qui est authentique. Et il disait aux personnes qui vivaient dans des conditions très pauvres, vous pouvez créer des liens d'appartenance et de coexistence qui vont transformer la foule dans une expérience là où on peut dépasser les barrières de l'égoïsme. C'est ça ce que vous nous avez raconté aujourd'hui. Et donc, je vous remercie beaucoup. Je remercie beaucoup nos deux invités et merci beaucoup à vous. Aujourd'hui, je vous rappelle encore une fois qu'il faut continuer la campagne de collecte de fonds. On va tous le faire parce que nous avons été encouragés par l'expérience positive de l'année dernière. Dans tous les pavillons que vous voyez dans les sites, vous pouvez donner librement de fonds pour que le meeting puisse continuer à l'avenir et de continuer à parler tous ensemble. Merci beaucoup.